Vous savez, les gens, ils parlent. Hein. Moi, je suis ténor contre. Je chante, mais pas sous la douche. J'aimerais bien chanter, mais c'est super stressant d'être à la rue. Depuis que je suis venu, je n'ai jamais trouvé un endroit où je peux me cacher 30 minutes, 40 minutes. On est constamment sur le qui-vive. Si tu n'as pas d'amis, rester seul, vraiment, ça agit psychologiquement sur le mental. Je suis une aventurière dans l'âme. Après, être aventurier, c'est compliqué quand même. On marche aussi, on marche beaucoup. Et parfois, on s'arrête pour se reposer un petit peu. Et on continue, et voilà, envie d'espérance. Donc du coup, je voyage léger. Chronique marginale, une émission originale réalisée par l'ALCA. Bonjour. Nous sommes ravis de participer à ce plateau radiophonique à l'invitation de nos camarades de Radio Anthropocène. Et nous avons choisi aujourd'hui de partager avec vous nos sources d'inspiration et de réflexion, celles que nous mobilisons au cours de nos recherches et de nos créations, et que nous avons glanées au fil de nos lectures et de nos rencontres géniales. Alors aujourd'hui, on expérimente un format particulier qui tente de dire les écrits des autres, ceux qui nous inspirent et qui fondent notre pensée sur les vulnérabilités. Tout en décrivant ce que l'on fait, nous, l'ALCA, un groupe de chercheurs et d'artistes qui s'attellent à penser la ville depuis ses marges, depuis ces endroits auxquels on ne prête aucune attention et desquels on ne prend pas soin. Chronique marginale est une tentative de mettre au présent et en poésie une diversité d'expériences et de connaissances qui se rassemblent autour des précarités. Pendant cette émission radiophonique, vous écouterez 6 petites chroniques au son des voix de Julie, de Corentine et de Florent. Et l'ALCA, c'est aussi Simon, Théo, Marina et moi, Yaël. Chronique marginale, une émission originale réalisée par l'ALCA. Du coup, nous avions envie de commencer ces chroniques par une réflexion autour de la fabrique urbaine. En fait, il nous semble important de se dire que quand on se pose la question des précarités, on parle d'abord, on essaie de comprendre comment les villes, elles se fabriquent et comment elles se pensent. On considère que les villes, elles se fabriquent souvent contre les étrangers, contre les ouvriers, contre les prostituées, contre les personnes à la rue. Et c'est un contre qui évolue avec les époques. C'est un point de vue, certes, mais si on regarde l'histoire par ce biais-là, on comprend bien des choix urbains. Alors, on n'a pas voulu ici vous lire un article plutôt qu'un autre, puisqu'on s'est inspiré des théories de Walter Benjamin, d'Henri Lefebvre, du géographe Michel Lusso, du sociologue Arnaud Lemarchand. On a lu aussi, malgré la controverse, Théorie du partisan de Carl Schmitt, du juriste Carl Schmitt. On a côtoyé les travaux d'échelle inconnue. On a aussi observé les performances de Design for Everyone, qui fabrique sur du mobilier anti-SDF, du mobilier plus inclusif. On regarde aussi les Pics d'Or, cérémonie de la Fondation Abbé Pierre, qui récompense les pires dispositifs anti-SDF de France et d'étrangers. Et à partir de l'ensemble de ces éléments-là, on a écrit ce qui nous apparaît, nous, comme un bout de l'histoire urbaine. Et donc, c'est ce petit texte-là qu'on va vous lire. La distinction spécifique du politique, c'est la discrimination de l'ami et de l'ennemi, nous dit Carl Schmitt. D'après ce dernier, c'est en désignant un adversaire que la communauté politique peut se définir. Les structures de nos villes occidentales découlent de cette dialectique et prennent la forme du rapport qu'elles entretiennent vis-à-vis de cet ennemi qui est simplement l'autre, l'étranger. Ainsi, jusqu'au XIXe siècle, c'est de l'ennemi extérieur, supputé envahisseur redouté, dont les villes se protègent en érigeant des fortifications. Passé cette époque, celles-ci ne sont plus d'aucune utilité pour lutter contre les révoltes qui émanent des classes ouvrières, asservies par l'industrialisation au cœur même des villes, ou des populations colonisées. Les remparts extérieurs tombent alors au profit des élargissements de rues. Ces entailles dans la ville seront d'abord testées par Napoléon en 1830 pour mater les révoltes à l'intérieur de la Casbah d'Alger, puis à Paris 50 ans plus tard, sous la direction du baron Haussmann, pour mater les insurrections ouvrières. Il n'aura pas suffi au siècle et demi et au changement de concept urbain pour modifier la tonalité de la fabrique de nos villes. De l'ère du contrôle sous couvert d'hygiénisme, nous sommes passés à celle de la sécurisation. À partir de la fin du XXe siècle, les systèmes de surveillance, Vigipirate, vidéoprotection et d'empêchement, mobilier anti-SDF, dispositifs sonores antigènes,
se sont déployés dans nos rues et plus largement dans les méthodes de production de l'urbain. C'est dans ce contexte de violence que la ville continue de se construire. L'objectif est de minimiser, voire gommer ou supprimer de ces espaces ce qui peut gêner, ce que l'on ne veut pas voir. Entre autres, le pauvre qui, sans abri, squatte sur un banc, qui Rome voudrait y construire une cabane, qui ouvrier y vit dans sa voiture, qui prostitué y travaille dans son camion, qui immigré voudrait s'y insérer. Voilà une brève histoire urbaine qu'on a écrite, fondement même de notre projet Hospitalité, que nous portons donc depuis 2016, et qui, lui, s'inscrit dans les marges de la ville, afin de porter les voix de celles et ceux qui, justement, en sont exclus. Donc la ville se construit contre, mais d'accord, on est d'accord, mais la ville s'invente aussi. Donc effectivement, nous, on va s'inspirer aussi de personnes et de livres, ressources, comme celle des villes invisibles d'Italo Calvino, qui nous a donné une impulsion aussi pour en inventer nous aussi. Italo Calvino nous fait partager, nous fait voyager dans 55 villes, impossibles à situer sur une carte. Et ce sont des entités au sein d'un vaste empire qui sont traversées et racontées précisément par la figure d'un Marco Polo à son empereur Kublai Khan, dont il est l'ambassadeur. C'est un roman poétique sur des villes imaginées qui nous a fait voyager dans d'autres mondes. Et l'objectif, c'est d'inventer et de voir d'autres mondes. Et une nous a particulièrement fascinés, c'est celle d'Armille, que je vais vous partager. Si Armille est ce qu'elle est, parce que inachevée ou bien démantelée, s'il se trouve derrière un sortilège ou seulement un caprice, pour ma part, je l'ignore. Le fait est qu'elle n'a ni mur, ni plafond, ni plancher. Elle n'a rien qui la fasse ressembler à une ville, sinon les conduites d'eau qui montent verticalement là où devraient être les maisons et se ramifient là où devraient être les étages. Une forêt de tubes qui se termine en robinet, en douche, en siphon, en trop-plein. Contre le ciel resplendit un lavabo ou une baignoire ou d'autres faïences, comme des fruits tardifs demeurés dans les arbres. On dirait que les hydrauliciens ont fait leur travail et sont partis avant l'arrivée des maçons, ou encore que leurs installations indestructibles ont résisté à une catastrophe, tremblement de terre, invasion de termites. Abandonnée, avant ou après qu'elle eût été habitée, on ne peut dire d'Armille qu'elle est déserte. À toute heure, levant les yeux parmi les canalisations, il n'est pas rare de découvrir une jeune dame ou plusieurs, sveltes et de petite taille, qui lézardent dans les baignoires, qui s'inclinent sous les douches suspendues sur le vide, qui font leur ablution, ou qui s'essuient, ou qui se parfument, ou qui se peignent leurs longs cheveux devant un miroir. Au soleil brillent les filets d'eau qui éparpillent les douches, et les jets des robinets, les giclées d'eau, l'écume des éponges, les éclaboussures. L'explication à laquelle je suis arrivée est la suivante. Les cours d'eau canalisés dans les tuyauteries d'Armille, les nymphes et les naïades, sont demeurées maîtresses. Habituées qu'elles étaient de remonter les veines souterraines, il leur a été facile de pénétrer dans le nouveau règne aquatique, de s'échapper de ces sources multipliées, de trouver de nouveaux miroirs, de nouveaux jeux, de nouvelles façons de jouir de l'eau. Il se peut que leur invasion ait chassé les hommes comme un présent destiné à se concilier les bonnes grâces des nymphes offensées par notre mainmise sur l'eau. En tout cas, elles paraissent à présent contentes, les petites dames. Le matin, on les entend qui chantent. Et si les bains-douches étaient le centre du monde, a été notre hypothèse et notre postulat à la fois scientifique, décalé et poétique pendant 4 ans, autour de ce lieu dédié au prendre soin et à l'eau. Et l'ALCA a le souhait d'inventer une nouvelle ville à partir des bains-douches, en donnant corps à ce lieu à la hauteur de ce qu'ils sont et de ce qu'ils permettent, de ce qu'ils nous racontent d'une ville possiblement hospitalière. Pour ça, on donne la voix à celles et ceux qui viennent régulièrement, comme Sabeg, qui vit dans un mobil-home sans eau et sans électricité, ou Rachid, dont la douche mal conçue est inaccessible pour lui, ou Sadia, à qui on a coupé l'eau et qui évacue ses besoins avec des bouteilles d'eau minérale, ou Patoche, qui n'a pas d'autre abri qu'un pas de porte. On les enregistre et on fait de leur voix les fondations de cette ville issue des marges. Chronique marginale. Qu'est-ce que c'est qu'un quartier? T'habites dans le quartier? T'es du quartier? T'as changé de quartier? T'es dans quel quartier?
Ça a vraiment quelque chose d'amorphe, le quartier. Une manière de paroisse où, à strictement parler, le quart d'un arrondissement, le petit morceau de ville dépendant d'un commissariat de police. Plus généralement, la portion de la ville dans laquelle on se déplace facilement à pied ou la partie de la ville dans laquelle on n'a pas besoin de se rendre, puisque précisément, on y est. Cela semble aller de soi. Encore faut-il préciser que, pour la plupart des habitants d'une ville, cela a pour corollaire que le quartier est aussi une portion de la ville dans laquelle on ne travaille pas. On appelle son quartier le coin où l'on réside et pas le coin où on travaille. Et les lieux de résidence et les lieux de travail ne coïncident presque jamais. Cela aussi est une évidence, mais ses conséquences sont innombrables. La vie de quartier, c'est un bien gros mot. Alors effectivement, la vie de quartier, c'est un bien grand mot. Et c'est sur la voie de Dillon que nous commençons cette chronique numéro 3. En effet, dans nos questionnements sur la ville, plusieurs auteurs nous accompagnent régulièrement. Souvent, on décide de lire un texte avec les gens qu'on rencontre tout au long du travail, comme dans cet extrait d'Espèce d'espace de Georges Perec, lu par Dillon. Dillon, nous l'avons rencontré en novembre 2019, alors qu'il était demandeur d'asile. À 26 ans, il est obligé de fuir son pays. Il arrive en France, il a perdu tous ses repères, il n'a pas connaissance de la ville, du pays dans lequel il arrive, il n'a pas de connaissance non plus de ses droits, il est nouvel arrivant. Et c'est au cours de sa demande d'asile qu'on l'envoie, que le centre qui s'occupe de lui l'envoie au centre d'accueil des demandeurs d'asile de Forum Réfugiés à Villeurbanne. Il arrive donc à Villeurbanne, il ne connaît ni la ville, ni le quartier, il n'a pas d'amis, et il passe plusieurs jours sans parler. Et alors, on s'est posé la question, comme Dillon, lorsqu'on est catapulté quelque part, sans lien, sans connaissance, sans comprendre le lieu où on se situe, alors comment on arrive à se reconnecter au quartier, à la ville, parce que parfois même, cette structure urbaine, on ne la comprend pas. On vient d'ailleurs et ce n'est pas la même manière de faire. Donc avec Dillon, on s'est baladé, on a arpenté la ville, on a cherché ensemble à définir ce que pouvait être le quartier. Et on a lu du Georges Perec, donc. Et on a regardé donc en marchant ce qui pouvait faire les limites du quartier, comment ça pouvait se comprendre. On a bien vu que sur une carte, il y avait des traits qui délimitaient des parts de la ville de manière géographique, de manière administrative. Mais quand on marche, on ne les voit pas. Alors, on a fini vraiment par circonscrire ce quartier à la mesure de nos pas. On s'est questionné sur ce qui pouvait donc faire la limite. Est-ce que c'est les arrêts d'autobus, les stations de tram ou les bouches de métro? Est-ce que c'est ça, les bords du quartier, finalement? Et puis, qu'est-ce qu'on fait dans le quartier? Finalement, est-ce que c'est, comme le dit Perec, cette question d'être piéton, des boutiques qu'on fréquente, des choses qu'on fait régulièrement, des habitudes qu'on développe? Est-ce que c'est parce qu'on rencontre quelqu'un dans la rue qu'on ne connaît pas vraiment, mais qu'on reconnaît d'un signe de tête, d'un salut? Et finalement, c'est aussi là où on a des habitudes, sur certaines places, des endroits où on rencontre d'autres personnes. Et donc, contrairement à ce qu'a pu écrire Georges Perec sur le quartier, qui était l'endroit où on réside, si on considère le quartier par cette compréhension du fait qu'on y a des habitudes, qu'on y fait des choses de manière habituelle, on n'a plus le besoin d'avoir cette résidence ou ce domicile fiscal. Et quand on n'a pas de logement, quand on n'a pas d'adresse fixe, la ville prend alors une autre forme. Elle devient archipel, dans lequel des îles quartiers sont multiples, des lieux repères, parfois mouvants, qui existent en fonction de ce qu'on y vit. Chronique marginale. Le terme d'habitation provient du latin habitatio et exprime le fait d'habiter, la demeure. Le mot habitué a longtemps signifié habillé, comme son étymologie latine le laisse entendre. Mais habituari veut aussi dire avoir telle manière d'être. Et celle-ci dépend pour beaucoup des vêtements. Du reste, en français, le mot habit va être synonyme de maintien, de tenue, au sens de tenir sa place, son rang. Le verbe habiter est emprunté au latin habitare, avoir souvent, comme le précise son dérivé l'habitudo,
qui donne en français habitude. Mais ce verbe veut aussi dire demeurer. L'action de demeurer est équivalente à celle de rester ou de séjourner, comme l'atteste l'adage médiéval « il y a péril en la demeure », qui en français contemporain peut être traduit par « il y a un danger à rester dans la même situation ». Quant aux mots habitant et habitante, ils ne remplacent habiteur et habiteuse que très progressivement. Le dictionnaire de l'Académie française, dans son édition de 1842, les accueille encore. Ces informations nous montrent à quel point le verbe habiter est riche, que son sens ne peut se limiter à l'action d'être logé, mais déborde de tous les côtés, et l'habitation est l'être au point où l'on puisse penser l'un sans l'autre. Donc l'ALCA se saisit pleinement de ce travail lexical qu'a mené Thierry Pacaud, qui est philosophe de l'urbain, et en effet, à travers ces termes habiteur et habiteuse, nous semblent aujourd'hui vraiment plus appropriés pour parler des personnes qui ont des habitudes quelque part, et surtout pour celles qui fondent ces habitudes dans leur mobilité, dans les lieux de repos et de répit que ceux-ci trouvent dans l'espace public. Et ces mots sont devenus un peu dans notre vocabulaire et infusent auprès des partenaires des projets, à tel point que, à force d'utiliser ces mots, d'autres se les approprient. C'est le cas de la ville de Villeurbanne qui les préfère désormais aux termes d'habitants et habitantes. Donc aujourd'hui, cela nous paraît encore plus avoir de sens lorsqu'on sait que la ville compte désormais 1700 personnes domiciliées au CCAS, d'utiliser ces termes. J'ai arrivé à Lyon en 2019. Je suis logée depuis une année à un foyer d'urgence, hébergement d'urgence à Bron, à Parc de Chêne. Mais malgré ça, mes enfants toujours ils sont scolarisés ici à Villeurbanne parce qu'on a commencé notre point de départ ici. À Villeurbanne, on ne peut pas quitter Villeurbanne. Ils sont toujours scolarisés ici. Moi aussi, toutes mes activités avec la mairie, avec des associations que je fais avec l'Armée de Salut, avec la maison de famille de Villeurbanne. Toujours, j'existe sur Villeurbanne. On dort là-bas et c'est une petite chambre. Mais mes enfants, ils font l'air de voir sur les lits. On n'a pas l'espace. Eux aussi, il y a des choses personnelles, intimes et tout. C'est-à-dire, même pour faire des téléphones. Moi, mes enfants, ils dorment tôt, je ne peux pas les déranger. Et aussi, même, il n'y a pas d'espace où je mets les chaussures. C'est-à-dire, sous les lits, il est tout plein de cartons pour ranger les vêtements. Vraiment, j'ai beaucoup de sacs où il y a des papiers, des livres. Mais quand même, toujours mieux que la rue. Et toujours mieux que si j'étais chez quelqu'un. Alors, petit aparté, on vient d'écouter Naget, un extrait du récit de ville de Naget. Alors, la réflexion sur les mots dont a parlé Corentine nous a aussi amené à penser la morphologie de l'habité précaire. On vient de le dire, mais lorsque l'on est en temps précaire, on est contraint de se déplacer pour bon nombre de ses besoins. Manger, dormir, se laver, cuisiner, faire l'amour, rêver. Les déplacements ont alors lieu dans l'espace public et ceci dessine une forme de constellation, reliant les points vitaux entre eux. L'ALCA parle d'habiter éclaté. Et tous ces besoins s'expriment dans des lieux spécifiques, comme les bains-douches, la bibliothèque de la Part-Dieu, le restaurant social, le centre commercial dans le même quartier, il y a la gare aussi à la Part-Dieu. Et on fait nôtre une définition de Céline Bonico-Donato, qui est philosophe, et qui les nomme des espaces publics intérieurs. C'est l'objet de cette chronique numéro 5. L'idée est de vous partager un extrait d'un de ces articles qui résonne avec nos réflexions sur ces lieux de repos et de répit, de bien-être, on pourrait dire. Alors je le lis. Les intérieurs publics doivent être qualifiés d'espaces ambigus entre intérieur et extérieur, et d'espaces affectifs, où l'on développe des usages intimes dans des équipements partagés, ce qui garantit des relations entre usagers qui excèdent la simple sociabilité. Ce sont, à contrario, des relations qui sont configurées par des caractéristiques objectives liées à notre être intime ou à des besoins physiques, goût particulier pour les livres et les quotidiens, pratiques sportives ou culturelles. On comprend dès lors leur fonction vitale pour la vie individuelle dans la mesure où ils réassurent le sentiment de soi, ce qui est crucial lorsque l'on n'a pas de chez soi. Ils sont également décisifs pour la vie sociale. Ils garantissent en effet des relations inclusives et chaleureuses entre inconnus, par le partage d'équipements permettant un usage commun. Enfin,
ils ont une importance pour la vie démocratique. Pour faire comprendre cette dernière idée, j'utiliserai le terme de république des espaces. La multiplicité d'équipements dans la ville dessine un autre espace urbain que celui de la place centrale et de ses ramifications. On trouve des sphères intimes qui sont imbriquées les unes dans les autres et qui constituent une république au sens étymologique du terme, c'est-à-dire une chose publique dont on use en commun. On peut ainsi tracer un parcours depuis la police grecque jusqu'aux intérieurs publics modernes qui marquent, à mon sens, moins l'éclatement de la République que sa pluralisation dans des espaces diversifiés. Ainsi, je propose de lire les intérieurs publics comme la condition écologique de la démocratie envisagée comme mode de vie. Donc ça, c'était l'article de Céline Bonico-Donato. Ce texte nous a permis de voir les bains-douches non plus comme un service dépendant des politiques, plus ou moins accepté selon les maires en place, mais plutôt comme le fondement même de l'organisation de la cité. Il ne s'agit pas de les laisser exister, mais de considérer que la ville n'existe pas sans eux. Mundësia për të ndëruar, të mirëpresër do thotë të bësh të mundur zakonet e secili. It is to offer the possibility to dream. To dream is to cross borders. Soñar es traspasar las fronteras, dibujar un mañana diferente, flotar por encima del mundo. La possibilité de rêver. Accueillir, c'est rendre possible les habitudes de chacun. C'est offrir la possibilité de rêver. Rêver, c'est dépasser les frontières, dessiner un lendemain différent, flotter au-dessus du monde. Mais comment rêver quand on a tout perdu, qu'on ne peut pas se soigner correctement dans son pays et qu'on nous déplace au gré des affectations? Quand pour acheter à manger, chaque euro est important, que la langue parlée est inconnue des autres, que personne ne nous attend et que l'on n'a que le provisoire du CADA pour unique repère. Comment rêver quand le parcours quotidien s'emplit de rendez-vous administratifs, qu'il n'est pas possible de travailler ou qu'on est menacé par le simple fait d'être une femme? Quand on ne pense plus à soi, mais uniquement aux nécessités pour survivre, que son enfant handicapé risque la mort, ou que les espaces refuges comme le CADA deviennent incertains. Comment rêver quand le corps s'est accoutumé à souffrir chaque jour d'avoir dormi sur un trottoir, quand notre vie est menacée parce qu'on est issu d'une minorité, et que la violence subie est toujours présente, quand les rendez-vous médicaux sont quotidiens, mais que l'hôpital est à plus d'1 heure de trajet de chez soi. Comment rêver quand on veut que cela cesse? Pour rêver, il faut s'aménager une place, un espace-temps rien qu'à soi, un lieu et un moment. C'est difficile à trouver. Alors ce questionnement sur les stratégies mises en place pour pouvoir se poser quelque part et rêver, se projeter dans l'avenir, c'est l'objet de notre dernière chronique d'aujourd'hui. Et ce questionnement vraiment sur l'impossibilité de rêver, il nous est venu lors de notre travail de recherche et création sur l'hospitalité dans les espaces publics, notamment au CADA, Centre d'accueil des demandeurs d'asile. C'est là-bas que nous avons rencontré Elisa, dont on a changé le prénom parce qu'elle se sent toujours pas en sécurité, même ici en France. Elle a fui son pays parce que y être femme, c'est dangereux, parce qu'il n'y a peu de perspectives d'avenir quand on est une femme, qu'il est difficile même d'être respectée, et qu'en permanence, on est habité par la peur d'être agressé, parfois même par les hommes de sa propre famille. Alors oui, comment rêver quand une fois arrivé dans un pays que l'on pensait pouvoir être un refuge, on se voit rejeté, inconsidéré et poussé au retour? Elisa est en recours de demande d'asile, qui lui a été refusé. Et dans cette impasse de son futur, elle a lu les mots que nous avions posés sur comment se projeter dans l'avenir. Et comment se projeter dans l'avenir quand on est dans une impasse, quand on est dans l'attente permanente, quand on est bloqué par l'administration, quand on est bloqué dans tout ce qu'on doit faire au quotidien. Et dans cette impossibilité de rêver, de se projeter, on l'a aussi reconnu dans d'autres endroits, avec les personnes en temps précaire qu'on a pu rencontrer au bain-douche, à la bibliothèque, à l'archipel, un lieu pour lutter contre la précarité alimentaire. Et de toutes ces rencontres et ces réflexions, cela nous a mené à formuler une nouvelle hypothèse que nous avons pu écrire sur les murs de Villeurbanne. Et cette hypothèse, c'était « Et si faire hospitalité, c'était offrir la possibilité de rêver pour les personnes en temps précaire ». C'était Chronique marginale, une émission radiophonique de l'ALCA avec la complicité du compositeur Bertrand Larieux.
Une émission pour parler de la ville depuis ses marges. Nous cédons maintenant la place à Planète Zouz avec Radio Béguin. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.